Alors, c'est les archives de Charles-André Pozzo di Borgo, une vie entière au service de la Russie et de l'Europe. Carl Andrea Pozzo di Borgo écrit « Je ne peux être utile à la France que comme intermédiaire entre les deux gouvernements. Français de cœur, russe par position et par devoir. Je serai comme un symbole de l'alliance entre les deux nations. » Mémoire de Napoléon. Pozzo di Borgo est un homme de talent, un politique adroit. C'est lui qui a conseillé à Alexandre Ier de marcher sur Paris. Par ce seul fait, il a décidé des destinées de la France, de celles de la civilisation européenne et du sort du monde. Pozzo di Borgo est un personnage absolument fascinant, d'une intelligence absolument incroyable, et c'était dommage de voir que ce grand Corse soit un peu oublié avec le rôle européen qui a été le sien dans toutes les cours d'Europe au XIXe siècle. Pozzo di Borgo écrivait sans arrêt des dépêches diplomatiques, des mémoires, des lettres particulières. Il disséquait finement la situation. Il avait souvent plusieurs coups d'avance dans ses analyses politiques. Il en parlait sans avoir peur de susciter la colère des grands de ce monde. Pozzo, je ne sais pas pourquoi, mais il gardait tous ses papiers. Il a toujours gardé tous ses papiers. Il y avait une salle réservée aux archives qui était fermée à clé. Contrairement à ce qu'on croit, Pozzo di Borgo a travaillé beaucoup plus longtemps pour la France que Napoléon. Même s'ils sont de la même ville, de la même maison, ils ne se sentent pas très bien entendus politiquement. Pozzo, au départ, est un fils de berger corse, dans une toute petite maison qui devait tenir dans cette pièce. Mais après, il faut montrer qu'on a réussi. Je suis né dans l'île de Corse, de parents nobles et d'une ancienne famille de gentilshommes du pays. Pozzo di Borgo est né dans une famille très ancienne, noble, d'Alata, à 4,5 km au-dessus d'Ajaccio. Une famille qui a eu de grands ancêtres au service du pape à Rome, dans les gardes pontificaux, mais une famille un peu déchue, qui manque d'argent pendant la jeunesse de Pozzo. Pozzo va être obligé d'aller faire ses études à Ajaccio, parce qu'à Alata, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de collège. Et les parents de Napoléon, descendant tous les deux des Pozzo di Borgo, vont accueillir le petit Carlo Andrea, qui va être nourri, logé dans la maison des Bonaparte à Ajaccio. Les Bonaparte sont des Toscans, ce sont des émigrés. Et donc, quand on voit ces émigrés qui s'enrichissent à Ajaccio, qui ont la plus belle maison d'Ajaccio, la mère de Napoléon a la dot la plus forte de tout Ajaccio, 7000 lires génoises, c'est énorme, eh bien, il y a des rancœurs, forcément, qui vont grandir avec le temps. Dans cette maison d'Ajaccio, Pozzo sait ce qu'il se passe. On prétend que la mère de Napoléon, Laetitia, aurait eu une liaison avec le gouverneur de Corse, Marbeuf,
Et Pozzo peut le savoir parce qu'il habite la maison. Ils vont tous les deux se tenir à vie parce que Napoléon a peur que l'on dise que sa mère était une femme infidèle et Pozzo a peur que Napoléon dise qu'il était gratuitement logé chez les Bonaparte en échange des produits de la terre, les fromages, le cabri, et que son père était un berger noble, mais un berger tout de même. Le jeune Bonaparte et moi, nous nous trouvions être à peu près du même âge. Notre éducation avait été plus soignée que celle de beaucoup de nos compatriotes. Napoléon et moi parlions des événements du jour et de ce qui pourrait arriver lorsque l'embarras des finances en France provoqua la Convention des notables et par la suite celle des États généraux. La rivalité Pozzo-Napoléon se poursuit à l'époque révolutionnaire. En 1789, ils sont d'accord tous les deux, ce sont les admirateurs du grand chef corse Pascal Paoli qui vit en exil depuis plus de 20 ans. Paoli revient en Corse et il accorde toutes ses faveurs à Pozzo di Borgo. Et donc Paoli va pousser sur une rampe de lancement le jeune Carlo Andrea et ceci l'amène à être élu député à l'Assemblée législative à Paris où il ne parle pas un mot de français. Il va apprendre le français sur le tas à l'Assemblée et il est tellement brillant qu'il apprend très vite et il entre au comité diplomatique de l'Assemblée nationale. C'est ce qui va créer sa formation de diplomate. Il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a pas l'ENA, et donc il va être le président de ce comité diplomatique. Je fus nommé membre du comité diplomatique. La part que je prenais à ce travail et l'impression que je recevais de tant de discussions, l'information sur les dispositions des cabinets étrangers donnait à mon esprit la direction qui le porta à s'intéresser à ces matières et à cette carrière. À partir de 1793, il y a la terreur comme il l'avait prévu. L'échafaud est dressé en France un peu partout. Il y a les fameuses noyades de Nantes où on noie les gens sur des bateaux 200 par 200 parce qu'on n'a plus le temps de les guillotiner. Je pars de Paris, arrestation et tribulation sur la route, qu'on ne pense pas à me réélire à la Convention. Je ne pense qu'à sortir de l'enfer de Paris et de la France. Pascal Paoli, les décrets de l'Assemblée étaient un piège. Nous devons sauver la patrie honorablement. À Georges III, le roi de l'Angleterre, Votre Majesté, le peuple corse est résolu de soutenir sa liberté et son indépendance. Il se croirait heureux, sire, s'il pouvait la conserver sous votre protection. Georges III envoie un gouverneur en Corse qui est Sir Gilbert Elliot, et le bras droit d'Elliot, c'est Pozzo qui a à ce moment-là 28-29 ans. Il est donc le Premier ministre, en quelque sorte, de l'île de Corse pendant ces 2 ans pour le gouvernement britannique. Rapport diplomatique de Sir Gilbert Elliot. Si jusqu'à présent nos affaires vont bien, nous le devons principalement à la mesure et à la droiture du président du Conseil d'État, M. Pozzo di Borgo. Ce peuple est une énigme dont personne ne peut être sûr de posséder la clé. En 1796, le royaume anglo-corse ne fonctionne pas. Les Anglais, pour les Corses, ce sont des hérétiques. Ils sont anglicans, ils sont protestants. Donc la Corse ne peut pas adhérer, la population, le peuple corse, ne peut pas adhérer à une Angleterre protestante. Au mois d'octobre 1796, le ministre anglais,
effrayé plus qu'il n'était nécessaire des malheurs du moment, ordonna à la flotte et aux troupes anglaises d'abandonner la Corse. Cette discrétion laissait à la France la liberté d'agir contre nous. Pour surcroît de malheur, ce même Bonaparte se trouvait alors à la tête de cette armée victorieuse. À ce moment-là, il va falloir partir et Pozzo émigre et il ne retourne jamais en Corse après 1796. Pozzo n'a pas un centime vaillant. C'est un émigré qui vient d'être condamné à mort comme Paoli par la Révolution française, par la Convention, parce qu'il a choisi le camp britannique et non pas le camp français. Et à partir de 1796, c'est un émigré sans le sou qui va vivre au crochet de Sir Eliot, qui a un immense réseau. Sir Eliot, on va l'expédier partout en Europe, notamment dans toutes les villes anti-napoléoniennes. Les mémoires de la comtesse de Boigne. À cette époque, il était constamment chez nous, spirituel, intéressant, amusant, éloquent même. Son langage un peu étrange et rempli d'images, avait quelque chose de pittoresque et d'inattendu qui saisissait vivement l'imagination. Son accent étranger contribuait même à l'originalité des formes de son discours. C'était justement pendant son séjour à Vienne, en 1804, qu'il a été remarqué par l'ambassadeur de Russie en Autriche. À ce moment, Pozzo a déjà cette renommée d'un des diplomates itinérants, installés en Europe et qui menait une campagne diplomatique contre Napoléon. Bonaparte a réuni sous sa domination presque toute l'Europe. Nous ne pouvons pas le précipiter du trône où il s'est placé, mais nous n'aurions aucune raison de l'y affirmer davantage par notre soumission à la paix. Dans cette situation, en 1804, Alexandre Ier propose à l'Angleterre une alliance contre Napoléon. Il se prépare activement à la guerre contre Bonaparte. C'est exactement dans cette situation que Pozzo di Borgo prend la décision de proposer ses services à la Russie. La lettre de Pozzo di Borgo au tsar Alexandre Ier. De tous les gouvernements et les pays auxquels je voudrais m'attacher, ce serait la Russie que je préférerais à cause de l'échelle immense sur laquelle on peut mesurer ses services dans un si grand empire, et encore plus par tous les encouragements qu'on est en droit d'attendre des vertus et des qualités éminentes de Sa Majesté l'Empereur. Je ne sais pas du tout la langue russe, mais comme mon travail ne pourrait devenir de quelque utilité qu'en étant appliqué à des objectifs généraux, je suppose que cette objection n'est pas péremptoire. Cependant, à l'époque, tout le monde parlait français chez nous. Il a été invité à Saint-Pétersbourg. Il y arrive en 1805. Il a été très bien accueilli par Alexandre Ier, qui place de grands espoirs dans Pozzo. Le tsar comprend très bien que c'est exactement ce diplomate qui pourrait l'aider dans le jeu politique très complexe contre Napoléon Bonaparte. Le tsar lui propose immédiatement des missions. Il se rend en Autriche, en Italie. Dans cette période post-révolution, qui connaissait Napoléon? Personne. Comment est-ce qu'il raisonnait? Comment est-ce qu'il agissait? Pozzo, en dehors d'avoir une intelligence certainement
Bonn le connaissait de l'intérieur. Donc c'est tout naturellement qu'il est devenu conseiller. Édite de l'empereur de toutes les Russies, Alexandre Ier. Nous octroyons à Charles-André Pozzo di Borgo le grade de colonel à la suite de Sa Majesté impériale. Conseiller d'État, il est chargé de missions à l'étranger. Nous sommes au début du 19e siècle. Les moyens de communication sont très lents. Il n'y avait ni téléphone, ni télégraphe, ni Internet. Les lettres mettaient 2 semaines pour arriver de Paris à Saint-Pétersbourg. Un ambassadeur du tsar avait donc beaucoup de pouvoir. C'est lui qui devait prendre les décisions sur place. Pozzo était très indépendant. Il n'avait pas peur de la puissance du tsar. Il correspondait parfaitement à cette mission. Il va souvent faire preuve d'indépendance de caractère et de jugement. Un homme russe, élevé en Russie, n'aurait jamais osé une telle liberté par rapport à son empereur. L'Europe dans laquelle gravite Pozzo di Borgo n'est pas évidemment notre Europe. On a des dynasties qui s'interpénètrent. Tout le monde épouse la fille du roi d'à côté, etc. Et donc on est dans une Europe familiale et la haute noblesse, ce qui est le cas de Pozzo, gravite de cour en cour et se déplace régulièrement de Madrid à Londres, de Londres à Saint-Pétersbourg. On est dans une haute société qui se connaît particulièrement bien. Extrait des lettres au ministre des Affaires étrangères de la Russie, baron Budberg. Je fus présenté à l'empereur d'Autriche François Ier. Je remis la lettre de Sa Majesté impériale Alexandre Ier. Nous avons une longue discussion au sujet de l'avancée des troupes de Buonaparte. Sa Majesté m'a dit « Je me battrai le plus tard possible ». Ma conversation avec l'archiduc Charles a été plus monotone. La persuasion qui règne ici est que nous serons battus par les Français. Mon général, Napoléon, veut nous dominer par la faiblesse de nos alliés. Sa Majesté le Tsar est dans la nécessité de ne plus compter que sur ses propres moyens. C'est un des moments les plus mystérieux et incompréhensibles pour moi de l'histoire. Pourquoi Alexandre Ier décide tout à coup de se rapprocher de Napoléon? Il cherche déjà à signer la paix avec lui. Alexandre conclut cette fameuse paix de Tilsit avec Napoléon sans avoir consulté ni l'Angleterre, ni d'autres alliés fidèles comme la Suède. Plus encore, la paix de Tilsit rappelle cet autre traité conclu en 1939 entre Staline et Hitler, le pacte de Molotov et Ribbentrop. Ils partagent les territoires des pays tiers. Napoléon propose de bouger la frontière russe jusqu'à la Vistule. Alexandre refuse. Alors il propose au tsar « Avancez jusqu'à Oder, prenez la Prusse ». C'est la politique classique de Napoléon, susciter la haine entre les peuples. En Russie, on a très mal pris ce traité de Tilsit. On le considérait comme une trahison des intérêts nationaux. Un aristocrate proche de la cour a même acheté très cher un buste de Napoléon et en a fait un pot de chambre pour manifester son mépris. Tilsit, pour Pozzo, c'est un véritable coup de tonnerre. Il faut bien voir que depuis 3 ans, enfin, il souffle un peu. 1804-1807, il est au service du tsar, donc il a un salaire quelque part, il a une solde de colonel russe.
et il est en uniforme de colonel russe. Tilsit, évidemment, met fin à ses services auprès du tsar Alexandre Ier. Donc il va aller se réfugier à Vienne, où il se répand en rumeurs et en méchanceté contre Napoléon, sous uniforme russe. Donc le tsar lui dit « Retirez votre uniforme parce que Napoléon est devenu mon allié ». Napoléon au maréchal Davout. Mon cousin, vous me parlez d'un nommé Pozzo di Borgo. C'est un intrigant. Si vous avez des moyens de le faire arrêter, ne le manquez pas. À Saint-Cloud, le 31 août 1808. Signé Napoléon. Mémoire du comte Uvarov, diplomate russe. Pozzo di Borgo, sa vie se partage en deux. Pozzo, ambassadeur et comte de Russie, couvert de tous les cordons de l'Europe, roulant sur l'or, je ne l'ai pas connu. Pozzo, aujourd'hui, est le proscrit, le fugitif privé d'asile et de patrie, l'homme jeté par tous les flots sur tous les rivages. Il accepte sa position comme le résultat d'une fatalité absolue. Il est dévoué au culte d'une seule idée. Aux yeux de Pozzo, la destruction de la tyrannie française est la condition préalable du rétablissement de l'Europe. Il considère Napoléon comme le fléau du monde. Combien de fois il m'a dit avec amertume que ces gens ne connaissent pas l'homme auquel ils ont affaire. S'ils savaient ce que je sais de lui, ils vont tout perdre et nous perdre avec eux. Puisque Pozzo ne se sent pas en sécurité en Europe, il se réfugie en Angleterre, où il reste en contact permanent avec la Russie. Il écrit des lettres privées au tsar Alexandre Ier. Lettre à Alexandre Ier, 1811. Un jour viendra où tous les hommes, associés de cœur au sort de la Russie, trouveront l'occasion de partager ses dangers. Et j'espère, sire, sous les auspices de votre majesté, coopérer à son triomphe. Et je l'attends, sans inquiétude. Il a écrit « Le jour viendra où toutes les forces se réuniront sous le sceptre de la Russie dans la lutte contre Napoléon. » C'est ce qui se passe en 1812. Il a été rappelé pour accompagner le tsar Alexandre. Cette guerre, la Russie a été contrainte de la mener sur son propre territoire. Elle a commencé au mois de juin 1812 et s'est terminée sur les terres de la Russie en décembre 1812. Ensuite, c'est la campagne à l'étranger. Elle est très difficile car Napoléon est toujours très fort. Les combats se poursuivent. La Prusse nous rejoint. Et après quelques hésitations, elle est suivie par l'Autriche. Dans cette situation, l'armée russe remporte finalement la victoire. Pozzo di Borgo est un homme d'une intelligence et d'une finesse extraordinaire. Il a le sens de la diplomatie. Et qu'est-ce qu'il dit en 1814 au tsar? Il dit Napoléon est entré à Berlin. Napoléon est entré à Vienne. Napoléon, c'est le célèbre incendie de Moscou. Donc le seul moyen pour battre Napoléon, c'est que les Alliés entrent à Paris. Mémoire de Napoléon. Les Alliés, épouvantés par leur situation, agitaient de se mettre en retraite lorsque M. Pozzo di Borgo ouvrit l'avis de marcher à l'instant même à Paris. Il en fut cru. Les Alliés furent sauvés et mes espérances anéanties. Et donc, Pozzo di Borgo, sa grande idée, c'est de faire défiler les troupes alliées, dont Alexandre, la Prusse
et l'Autriche sur les Champs-Élysées, là où il y aura le futur Arc de Triomphe. Et c'est son coup de maître, le 31 mars 1814, lorsque les Russes entrent à Paris, il est à cheval derrière le cheval du tsar. La Russie, l'Angleterre et aussi l'Autriche et la Prusse entrent à Paris et discutent de l'avenir de la France. Il va de soi que le pays doit revenir aux anciennes frontières du royaume. Toutes les conquêtes de Napoléon sont anéanties. Alexandre Ier dit « Après tout ce qu'a vécu la France, vous ne pouvez pas revenir à la monarchie absolue. Il faut donner une constitution à la France. » Joseph-François Michaud, membre de la Chambre des députés. Dès que les Alliés furent maîtres de Paris, quelques tentatives ont été faites auprès d'Alexandre pour traiter avec l'un des héritiers de Napoléon. À ce moment, le général Pozzo fut nommé commissaire de l'empereur de Russie. Il obtient du tsar l'engagement d'appeler un des Bourbons le futur Louis XVIII. Il était convaincu que la stabilité de l'Europe nécessite une France stable et forte, forte dans le cadre du concert des États européens. Dès le départ, il était pour le retour de la dynastie des Bourbons et pour que la France ait une constitution. C'est justement Pozzo qui est envoyé par Alexandre à Londres pour négocier en privé avec le comte de Provence. Il reviendra en France et deviendra bientôt le roi Louis XVIII. Et il va aller le chercher à Londres en le persuadant d'accorder la charte, c'est-à-dire un régime qui est mixte entre la monarchie absolue et une sorte de parlementarisme, si vous voulez. Et donc, pendant tout le voyage de Londres à Paris, il va persuader Louis XVIII d'être un roi, mais pas du tout dans la tradition des monarques absolus tels que la France les a connus. C'est lui qui fait le choix de Sainte-Hélène. Pourquoi Pozzo di Borgo a-t-il fait le choix de Sainte-Hélène? Tous les contemporains se sont posé la question. On a vu Pozzo descendre de son bureau et dire qu'il fallait envoyer Napoléon à Sainte-Hélène. Pozzo di Borgo était une personnalité très influente dans la société française. Beaucoup de gens pensaient qu'il était beaucoup plus qu'un représentant diplomatique de la Russie, puisqu'il intervenait directement dans la vie politique en France. Talleyrand disait même que Pozzo di Borgo était un vrai Français, bien qu'il soit corse. Bonsoir, Madame et Monsieur. Alors, je vous prie de prendre des places. Nous allons commencer notre cérémonie ici à la résidence de l'ambassadeur de Russie en France, l'ancienne ambassade impériale de la Russie. D'abord, on rend hommage à notre histoire commune. Et je crois que si nous voulons construire des relations à long terme, il faut les baser sur l'histoire. L'histoire des relations entre la Russie et la France est une histoire
passionnante et passionnée en même temps. Monsieur l'ambassadeur a dit que nous étions ici dans un lieu qui pourrait paraître paradoxal et qui, en ce qui concerne Pozzo di Borgo, ne l'est pas tant que ça. Et c'est assez curieux, c'est même une histoire unique dans l'histoire de la diplomatie. Il a été un citoyen français, il est né en 64, c'est-à-dire dans une Corse génoise, et qui est devenu un diplomate étranger comme ambassadeur de Russie en France à partir de 1815, et il va être, ce que vous disiez à l'instant, l'un des artisans de l'amitié franco-russe jusqu'à sa retraite en 1839, c'est-à-dire au bout de 24 ans de diplomatie. Ça, c'est un cas unique. Il n'a pas la nationalité russe. C'est un vrai problème qu'un Français puisse apparaître à la cour, aux Tuileries, et il va rester 25 ans ambassadeur de Russie en France, alors qu'il est français. Et il devient un peu le chef du monde diplomatique parisien. Lettre à Saint-Pétersbourg. Sa Majesté me croit digne de cette tâche imposante et honorable. Je suis investi du titre de ministre plénipotentiaire. Cependant, le traitement que je reçois n'est que de 5000 ducats, dans un hôtel où la dépense pour l'éclairer et le chauffer absorbe le tiers de cette somme. Comment pourrais-je me dispenser de tenir un état convenable à l'importance de la situation à laquelle mon souverain daigne me placer ? Quand Pozzo se plaignait au ministre des Affaires étrangères russe de son maigre traitement d'ambassadeur, il soulignait que ce n'était pas son statut personnel qui le préoccupait, mais le bien de la Russie. Car c'est d'après le rayonnement de l'ambassade que l'on juge de la grandeur et du prestige d'un État. Connaissez-vous le nom de cet homme, Pozzo di Borgo ? C'est l'ambassadeur de Russie en France qui a occupé ce poste pendant plus de 20 ans. C'est une durée exceptionnelle dans notre histoire. Son nom est Charles-André Pozzo di Borgo, mais à la manière russe, Charles-André est devenu Karl Osipovitch. On l'appelait donc Karl Osipovitch Pozzo di Borgo. Et en Russie, son nom a pris un autre sens. On pensait que Pozzo signifiait ambassadeur, c'est-à-dire n'importe quel ambassadeur dans n'importe quel pays était Pozzo. Un jour, un groupe de Russes se trouvant à Berlin voulait rendre visite à Pozzo. On leur demandait « Mais quel Pozzo ? Pozzo est à Paris ?» Ils répondaient « Comment ça à Paris ? Pozzo est ici, à Berlin, à l'ambassade russe. » Tellement son nom était populaire. Dépêche diplomatique à Saint-Pétersbourg. Ma dépêche contient l'exposé des opinions et des intérêts différents qui divisent l'Assemblée des députés. Lettre privée au ministre. La France guillotinée a perdu les idées et de religion et de morale. J'aurai l'honneur de rendre compte à votre Excellence de la marche ultérieure des événements. La nature de ma correspondance peut lui faire connaître le genre d'influence que je cherche à exercer. Lettre particulière du ministre des Affaires étrangères russe à Pozzo di Borgo. Saint-Pétersbourg, 1820. Vos dépêches ne laissent rien à désirer. Il est impossible de mieux dire ce qui est. Vos lettres particulières ont complété le tableau. L'empereur est très content des unes et des autres.
L'arrivée de Nicolas Ier n'a pas changé grand-chose. Mais le nouveau tsar était un personnage totalement différent. L'éducateur d'Alexandre fut la harpe, futur président de la Confédération suisse, tandis que le précepteur de son frère Nicolas était le général prussien Lambsdorff, qu'il a élevé dans une tradition totalement différente. Pas celle de la liberté, mais celle d'absolutisme militaire. Et Nicolas grandit avec ces idées. Nicolas Ier n'aimait pas du tout ce qui était étranger, et il avait un fort sentiment national. Or, dans le cas de Pozzodiborgo, il a pris une décision très rationnelle. Il a très bien compris qu'il avait besoin d'un homme comme lui à Paris. Nous, Nicolas Ier, empereur de Russie, roi de Pologne, grand-duc de Finlande, et ainsi de suite, confirmons le titre de comte de l'Empire russe, de général d'infanterie de l'armée impériale, de notre aide de camp général, à notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Karl Osipovitch Pozzodiborgo. Signé Nicolas, à Saint-Pétersbourg, 20 décembre 1825. C'est un très joli portrait qui a été fait par Lawrence, qui est un portraitiste anglais. Il est beaucoup plus naturel que tous les tableaux officiels où il est représenté en général avec toutes ses collections, parce qu'il aimait apparemment beaucoup les médailles. Et c'est le seul, par exemple, qui a eu 2 toisons d'or. On n'a pas le droit d'avoir 2 toisons d'or. Soit c'est l'Autrichien qui vous le donne, soit c'est l'Espagnol. Et là, il avait déjà l'Autrichienne, et c'est le roi d'Espagne, je ne sais plus lequel, qui a enlevé de son cou sa toison d'or et qui lui a mis dessus. Je crois qu'il avait un ego assez fort et il aimait bien être représenté. Je pense que c'est lui qui a dû demander le portrait et donc c'est resté dans la famille. Il a dû repartir avec. À la fin des années 1820, Charles X, qui succède à Louis XVIII, mène une politique extrêmement réactionnaire. Pozzodiborgo le voit bien. Il ne cesse d'envoyer des dépêches à Saint-Pétersbourg pour décrire la situation en France, devenant critique. Il disait que le pays était à 2 pas d'une catastrophe, au seuil d'une révolution. Nicolas Ier était un de ces monarques qui ne lisaient pas les dépêches diplomatiques lorsqu'elles donnaient une vision de la situation différente de la sienne. C'est pourquoi ces diplomates embellissaient la réalité et écrivaient ce que l'empereur Nicolas voulait lire. Pozzodiborgo était totalement dénué de cette qualité. Dans les choses où les ordres sont positifs, j'obéis. Dans celles où mon jugement est libre, j'agis selon ma conscience et mes faibles lumières. Et moi aussi, je pourrais deviner les intentions et obtenir la faveur. Non, jamais Pozzo n'aura pareille faute à se reprocher. Avril 1829, une dépêche au ministre des Affaires étrangères. Ici, chaque année, on nomme de nouveaux ministres, et tout recommence. On pourrait être amusé par ces changements de gouvernement si la situation n'était pas si grave. Quelques semaines plus tard, c'est la faute du roi et de son aveugle entêtement. Charles X, aidé de jésuites réguliers et séculiers, et son homme fatal, le prince de Polignac, va vers sa ruine.
La France a changé de régime politique. Charles X s'est enfui en Angleterre et c'est Louis-Philippe, duc d'Orléans, qui monte sur le trône. Louis-Philippe est un roi libéral en 1830. Il convient bien à Pozzo di Borghi, qui est à la fois royaliste, mais qui est aussi très libéral, marqué par la Révolution française. Le nouveau tsar, Nicolas Ier, n'aime pas Louis-Philippe. Je déteste les araignées, les crapauds, et Louis-Philippe Ier, roi des Français, dit-il. Nicolas n'hésite pas une seconde. Il décide d'envoyer en France une immense armée, jusqu'à 1 demi-million de soldats, pour maintenir Charles X et ses héritiers sur le trône. Le ministre de guerre russe, le comte Tchernychov, annonce aux chargés d'affaires de la France que la Russie rompt toutes les relations diplomatiques avec son pays et que tous les Français doivent quitter immédiatement le territoire de l'Empire russe. Les mesures similaires sont appliquées aux Russes séjournant en France. Les ressortissants russes n'ont que 2 semaines pour quitter la France. En fait, c'est la rupture des relations diplomatiques. Et dans cette situation critique, Pozzo di Borgo va faire preuve d'un vrai courage et d'une très grande perspicacité politique. La lettre au ministre des Affaires étrangères. Paris, le 13 août 1830. Mon cher comte, parmi les regrets qui m'ont tant contrarié depuis un mois, celui de la manque de courrier direct. Il est inutile de dire avec quelle anxiété j'attends des nouvelles et des ordres de Saint-Pétersbourg. L'intérêt universel est de conserver la paix. Il faudrait des nerfs de fer. Je travaille pour ne pas descendre plus bas que les événements et à pouvoir être encore de quelque utilité. Pozzo agit à ses risques et périls. Il a écrit lui-même que la décision de rester à Paris a été très difficile pour lui. Les ambassadeurs ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut regagner chacun son pays d'origine? Et Pozzo décide de rester. Et tout le corps diplomatique va rester en 1830 grâce à Pozzo di Borghi. Le tsar Nicolas a voulu envoyer en France des régiments polonais. Or, c'est justement à ce moment-là que ces unités se sont révoltées. C'est la première insurrection polonaise. Et le tsar décide de l'écraser. Il n'est plus question de s'occuper de Louis-Philippe, des Bourbons, ni de la France. Voici une caricature d'un cosaque. Les Français sont des maîtres de la caricature. C'est leur tradition depuis le XIXe siècle. Celle-ci représente le gardien de l'ordre en Europe. Ce ne sont plus ces beaux cosaques d'autrefois, mais des personnages comme celui-ci qui est désagréable, affreux même, et fait peur. Ce cosaque incarnait à l'époque la Russie, ce système de contrôle de l'Europe que Nicolas Ier aurait voulu instaurer. C'est cet état d'esprit qui règne en Europe et surtout en France après l'écrasement de l'insurrection de Varsovie par les troupes du tsar. La France est submergée par la vague des sentiments anti-russes. Suite aux publications parues dans la presse parisienne en septembre 1831, on organise des manifestations sous les slogans « Les Russes dehors, mort aux Russes ». L'hôtel particulier sur les Champs-Élysées où réside Pozzo di Borgo est attaqué à coups de pierre. On brise les fenêtres de l'ambassade. William Duquette, chroniqueur à Paris.
les russophobes affectèrent de considérer Pozzo comme l'incarnation de la politique suivie à l'égard de la Pologne. Il fut de la part de la populace parisienne l'objet de démonstrations qui déterminèrent l'empereur son maître à le rappeler au printemps de 1832. Joseph-François Michaud, écrivain et historien. Pendant son voyage à Saint-Pétersbourg, Pozzo fut bien accueilli. Il se vit entouré d'hommages et de reconnaissance, car il avait évité une guerre européenne. Il entreprend un long voyage à travers l'Europe, puis se rend en Russie. Paris n'est plus la ville dont il aimait la douceur de vivre, mais plutôt cet endroit qui lui rappelle tous ses échecs de ces dernières années. Il vieillit. Il écrit au ministre russe Nesselrode des lettres privées assez pessimistes. La situation de la France est indéfinissable. La République dans les lois, avec une infusion d'une monarchie semi-régicide et illégitime, justement autant qu'il en faut pour ôter le caractère réel à toutes deux. Aussi longtemps que le pays se traînera dans cette ornière, elle sera faible et n'inspirera ni crainte ni respect à personne. Il reste en Angleterre jusqu'en 1839. Et c'est extraordinaire de voir cet homme qui est né sous Louis XV, qui devient ambassadeur de Russie auprès de la reine Victoria. C'est donc quelqu'un qui traverse pratiquement 2 siècles, 18e et 19e siècle. À la fin de sa vie, il s'est pris d'affection pour l'épouse de son neveu Charles, Valentine. C'était une femme d'une extraordinaire beauté. C'était plutôt un amour paternel. Il s'est beaucoup occupé de la jeune femme. Il lui apportait des cadeaux de tous ses voyages à travers l'Europe. Pozzo ne s'est jamais marié malgré son succès incontestable auprès des femmes. Il aurait eu plusieurs liaisons avec les plus belles femmes d'Europe, des enfants illégitimes, mais il n'a pas pu fonder une famille. Il était probablement trop occupé pour cela. Je m'approche de ce seuil de la vie, là où l'espoir nous abandonne, là où il n'y a que la mort qui nous guette. Je me lasse des affaires de ce monde. Novembre 1839, Saint-Pétersbourg. La lettre du ministre des Affaires étrangères. J'ai hésité longtemps, mon cher, avant de répondre à votre lettre. Une très longue amitié nous unit. Son contenu m'a profondément affligé. Sa Majesté impériale a pris connaissance de votre démission. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'intérêt et la bienveillance de Sa Majesté vous accompagneront dans votre retraite. En 1839, il prend sa retraite et il rentre en France. Il n'a choisi ni la Russie, ni la Corse. 14 août 1839. Testament de Monsieur le comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie. Je laisse à mes héritiers mon neveu comte Charles Pozzo di Borgo, marié à Victorienne Louise Valentine de Crillon, ainsi qu'à mes autres neveux et petits-neveux, les titres et les biens que je possède à Paris, ainsi que les biens immobiliers et mobiliers que je possède en Corse. Il a un amour viscéral de son île natale. Pozzo di Borgo le montre toute sa vie
mais il ne retourne jamais en Corse après 1796. Donc il achète des terres, il a un intendant pour gérer ses terres, il fait planter des espèces rares ou des arbres fruitiers. Pendant pratiquement 50 ans, il investit pour faire publier des vieux ouvrages corses du XVIe siècle. À Ajaccio, en 1814, on débaptise. La rue Napoléon devient la rue Pozzo di Borgo. Et il a même proposé 500 000 francs, c'est-à-dire à peu près 50 millions d'euros, pour acheter la maison natale de Napoléon, envisageant sûrement de la raser. En 1940, il n'assiste pas, mais il est présent à Paris, au retour des cendres de Napoléon. Et à ce moment-là, il crée, ce qui est un peu injurieux pour Napoléon, cette magnifique galerie des fêtes en 1840 dans son hôtel particulier. Il demande à être enterré à Paris comme Napoléon, à nouveau, des deux côtés de la Seine tous les deux, un aux Invalides, l'autre au Père-Lachaise, jusqu'au bout, ils sont face à face. Lettre de Pozzo di Borgo, Paris, le 16 décembre 1815. En examinant ce que ma situation et les circonstances personnelles qui me concernent me mettent à portée de faire, je ne crois pas me vanter en vous disant que si la machine ne va pas trop bien, elle n'irait pas du tout sans moi.